Nous allons à présent écouter une deuxième présentation d'un travail de master. C'est Noé Madjetti, qui est aussi le fondateur du Tournefilm Festival, qui va venir vous parler, dans ses grandes lignes, une nouvelle fois, de son travail de master. Il est commun de situer la naissance du cinéma en 1895, avec la première projection publique payante du cinématographe Lumière, proposée le 28 décembre de cette année dans le Salon indien du Grand Café de Paris, boulevard des Capucines. On oublie toutefois souvent que cet objet technique singulier qu'est le cinématographe n'est en réalité qu'un dispositif parmi d'autres, résultant de recherches extrêmement variées menées dans la deuxième partie du XIXe et au début du XXe siècle autour de la question de la visualité, de la photographie aux jouets optiques, en passant par la reproduction mécanique du mouvement ou la transmission de messages à distance. De telles expérimentations ont été menées par des scientifiques, certes, mais aussi, de manière peut-être plus surprenante, par des écrivains, au sein même de leur production textuelle. En effet, autour de 1900, de différents auteurs suivent de près les recherches scientifiques contemporaines et s'en inspirent pour les intégrer à leurs œuvres. On observe notamment à cette période la naissance de catégories génériques comme le merveilleux scientifique ou le roman d'anticipation, qui accorde une place extrêmement importante à des objets techniques et à la vulgarisation scientifique. Mais ces préoccupations sont celles d'écrivains de tous horizons qui intègrent de la scientificité à leurs écrits, et notamment certains questionnements liés à la visualité, pouvant de fait être mis en lien avec les expérimentations dont le cinéma que nous connaissons aujourd'hui est issu. C'est le cas de Paul Divoye, le romancier auquel je me suis intéressé dans le cadre de mon mémoire de maîtrise. Paul Divoye est un auteur largement oublié aujourd'hui. Je suis sûr que vous en avez jamais entendu parler, et je n'avais pour ma part jamais entendu parler de lui non plus, avant de tomber par hasard sur un de ses textes, lors d'une errance sur Gallica, les archives numériques de la Bibliothèque nationale de France, alors que je cherchais désespérément à trouver un sujet de mémoire. L'histoire littéraire n'a fait que peu de cas de lui, car il est généralement considéré comme un simple imitateur d'un écrivain qui, en revanche, vous devez tous et toutes connaître, qui est Jules Verne. En effet, si Jules Verne est l'auteur des célèbres Voyages extraordinaires, Divoye a quant à lui rédigé dans son sillage une série de romans d'aventure géographique, intitulés de manière très originale Voyages excentriques, et publiés entre 1894 et 1914, dont certaines intrigues sont très fortement inspirées de celles de Verne. La filiation entre les deux œuvres se constate également au niveau éditorial. Comme vous le voyez ici, on remarque une certaine similitude entre les couvertures rouges cartonnées et illustrées, ornées de lettrines dorées des œuvres de Verne, et celles des romans de Divoye. Si je me suis penché sur cette œuvre oubliée par l'histoire de la littérature pour réaliser un mémoire presque paradoxalement en histoire du cinéma, c'est parce que Divoye met très régulièrement en scène dans ses voyages excentriques des dispositifs de vision et d'audition, soit des appareils qui permettent la mise en relation d'un spectateur ou d'une spectatrice avec une représentation. Ces machines sont loin d'être anecdotiques dans ces récits et deviennent bien souvent essentielles pour l'avancée même de l'intrigue. Certaines d'entre elles, donc de ces machines, existent au moment où Divoye écrit, comme le téléphone, le télégraphe ou même le cinématographe, mais d'autres n'ont pas d'existence concrète au moment de la rédaction et sont le fruit d'une extrapolation effectuée par Paul Divoye à partir des préoccupations scientifiques de son temps dont il possède une excellente connaissance. Pour exemplifier cela rapidement, prenons un appareil imaginé par Divoye, qu'il nomme téléphote et qui trouve une place dans bon nombre de ses romans. Il s'agit d'un dispositif permettant la vision et l'audition à distance, dont la fonction est explicitée par un personnage au sein d'un récit dans la citation suivante, qui va s'afficher. Je dis téléphote, appareil qui reproduit les images à distance, comme le téléphone apporte la voix. Le sans-fil assure le fonctionnement de ces appareils aussi bien, sinon mieux, que les conducteurs ordinaires. Il dit le fonctionnement du téléphote et du téléphone, ces deux instruments frères, agissant identiquement pour les ondes sonores et les ondes visuelles. Il se livra à un véritable cours de physique, démontrant que lumière, chaleur, son, électricité, etc., sont des effets multiples d'une cause unique, la vibration. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques de cette explication que je serais bien incapable moi-même de préciser, mais il faut savoir qu'au niveau matériel, l'appareil en question, ce téléphote, qui n'existe donc pas au moment où Divoye écrit ce texte,
Cet appareil est composé d'un écran supposé capter les ondes hertziennes émises par les objets situés loin de lui. Il est aussi constitué d'un tableau de commande et d'un système proche du téléphone permettant d'écouter et de parler. Cet appareil, il est représenté textuellement, mais aussi par différentes illustrations, dont voici 2 exemples tirés des romans Miss Mousquetaire et Le Docteur Mystère, dans l'intrigue desquels ce dispositif joue un rôle essentiel. À noter que dans les récits de Divoye, des appareils comme le téléphone peuvent avoir plusieurs fonctions pour les personnages. Ils servent tour à tour à faire voyager le regard dans un ailleurs géographique, à espionner des adversaires, à communiquer à distance ou à révéler des événements situés dans le passé, enregistrés préalablement de manière mécanique. Si le téléphone n'existe pas, comme je l'ai dit, sous une forme concrète au moment où Divoye écrit ses ouvrages, il n'est pas pour autant uniquement le fruit de l'imagination débordante de l'écrivain. En effet, de nombreux scientifiques de la fin du XIXe siècle évoquent des projets d'appareils analogues qui portent même souvent ce nom. Par exemple, dans La physique populaire, un ouvrage d'Émile Débaut publié dans le courant des années 1890, un dispositif de ce type est décrit et illustré. Comme vous le comprenez peut-être en voyant cette gravure, ce projet d'appareil vise à permettre la communication à distance entre 2 interlocuteurs, et interlocutrices en l'occurrence, à la manière de logiciels comme Skype et Zoom que nous avons beaucoup utilisés pendant une sombre période récente. Mais le fantasme de voir à distance par la technique émerge aussi en parallèle dans des productions de toute autre nature, comme des caricatures publiées dans la petite presse. Sur ce dessin, proposé par le journal Le Rire en 1909, on voit une femme couchée dans un lit avec son amant, craignant que son mari ne la surprenne en s'aidant du téléphone dont la chambre est équipée, qui se trouve sur la table de nuit. Ce type de source prouve que les recherches scientifiques qui ont inspiré Paul Divoye étaient largement diffusées et connues du grand public, lecteur de périodiques humoristiques. Ainsi, les romans de Paul Divoye mettent en scène des dispositifs qui s'inscrivent pleinement dans un paradigme scientifique de recherche très en vogue autour de 1900, et leur étude, dans une perspective d'histoire des techniques, constitue une contribution à une histoire du cinéma élargie, qui s'intéresse à un réseau d'appareils, réels ou imaginaires, dont le cinématographe constitue un aboutissement parmi d'autres. Faire l'histoire du cinéma n'implique donc pas uniquement de se pencher sur des films, d'analyser des films, mais de s'intéresser également à des sources écrites, narratives, littéraires et paralittéraires, pour comprendre comment celles-ci s'emparent de problèmes techniques pour y apporter des solutions au sein du récit qu'elles construisent. Je conclus moi aussi cette présentation en vous félicitant tous et toutes de l'obtention de votre diplôme et je vous souhaite une excellente suite de soirée. Merci beaucoup.